Hey, bienvenue pour un autre épisode de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une professionnelle que j'affectionne particulièrement parce que c'est aussi une personne que je connais personnellement, Sarah Girard. Allô? Allô, Cynthia? Tu es psychoéducatrice. Oui. Et Tout à fait. aujourd'hui, j'étais vraiment contente. On se retrouve deux psychoéducatrices ensemble. Fait que là, on va s'emballer. Là. C'est sûr qu'on va s'emballer. Là. Ça risque de partir en vrille, notre affaire. Ouais. Mais dis-moi donc un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que t'es rendu là aujourd'hui devant moi à me parler d'un sujet qui est plus de l'ordre de l'adulte. On va se parler d'autocompassion, on va se parler d'autorégulation, de la vulnérabilité, comment l'ego vient jouer là-dedans. Mais ça n'a pas toujours été ton sujet de prédilection, là. Non. Tu pars de où? Oui. En fait, j'ai fait un bac en psychologie là, pour commencer. Donc, au départ, mon grand rêve était d'être psychologue. Puis, en cours de route, j'ai découvert la psychoéducation. Donc, durant le bac en psychologie. Ce que j'aimais de la psychoéducation, c'est qu'il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de terrain, on est beaucoup dans le concret, les techniques d'impact, du visuel. Donc, ça me ressemblait plus. Puis, je dois l'avouer aussi, le doctorat c'est ça. Là, c'était une maîtrise que je pouvais faire, puis je faisais partie de l'ordre après. Donc, je suis allée faire après la propédeutique en psychoéducation, la maîtrise en psychoéducation. Ce qui est drôle, c'est que quand je suis sortie de l'école, j'étais, tu le sais, là, à la maîtrise, on est beaucoup dans la recension d'écrits, dans les recherches scientifiques. Il faut que ce qu'on dit, il faut que la recherche le dise aussi. Oui. Ça peut pas être juste qu'est-ce que Cynthia en pense, qu'est-ce que Sarah en pense. Il faut que ça soit effectivement basé sur de la recherche. Oui. Puis, ça a une part que c'est super bien. Mais ça a le côté que quand je suis sortie de l'école, j'étais pas tant connectée à mon intuition, pas tant connectée à mon cœur. Puis j'étais beaucoup dans une anxiété de performance aussi, à vouloir là, vraiment bien faire mon travail, à utiliser vraiment les meilleures approches selon un type de problématique, de rapporter des faits. Puis... Mais la théorie, c'est cute, des fois. Mais la pratique, parfois, c'en est une autre. C'est ça, exactement. Comment faire arrimer les deux? Je pense que c'est là la connexion de l'être. Oui. Quand tu es dans ton cœur, utiliser aussi l'expérience que les gens vivent, sa propre expérience. Oui. Moi, j'ai commencé à avoir de l'efficacité dans mes suivis vraiment beaucoup dans les dernières années. Puis c'est quand j'ai commencé à utiliser beaucoup plus mon cœur, mon intuition, mais aussi la vulnérabilité. Ah ouais. Parce qu'on ne nous apprend pas tant à utiliser notre vulnérabilité au service justement des autres puis de nos suivis. Puis c'est vraiment quelque chose qui est super important puis qui peut vraiment aider. Mais on nous apprend en fait à avoir la distance nécessaire en fait avec son client pour pas tomber dans la sympathie puis que je sois ton ami. Sauf que il y a une marge entre ça puis utiliser justement quand même une portion de ce que tu as vécu ou ta propre vulnérabilité pour que tu connectes avec ton client puis que c'est... Pour que tu connectes. Tu as tout compris. Voilà. Puis le fait que chaque personne, il n'y a personne de parfait. Puis je veux dire, même auprès des familles, les moments où j'ai pu connecter le plus avec eux, c'est quand j'ai parfois utilisé des exemples avec lesquels j'étais confortable, qui n'étaient pas compromettants, que je respectais mes limites, mais des exemples du genre, moi aussi j'ai déjà élevé le ton, puis crié sur mon enfant, puis c'est vraiment pas le fun. Puis, tu sais, pour vrai, je me sentais super coupable, mais c'est ça qui fait vraiment une différence après ça dans l'alliance thérapeutique avec l'autre, puis dans le fait qu'il va être capable aussi de se confier à nous et de nous faire part de ses propres vulnérabilités. Mais comment on fait pour changer? Il faut que je sois avec quelqu'un avec qui je me sens complètement en confiance, dénué de tout jugement. Fait qu'effectivement, si j'ai l'impression que tu es un expert puis que moi, je suis juste le client, il y a quelque chose là. C'est un peu ce que ça me donnait comme impression. Ça me donnait comme impression que quand je suis sortie de l'école, que j'étais un peu plus dans mon ego, qui voulait donc bien faire, qui voulait là, atteindre certains résultats, puis qui allait vraiment là, selon là, des recensions d'écrits, des revues scientifiques, peu importe, avec vraiment la recherche à l'appui, telle approche, utiliser telle technique, y aller comme un peu plus by the book. Mais j'étais pas justement dans le fait d'aller utiliser cette vulnérabilité-là, puis de sortir de mon ego pour aller dans quelque chose qui est beaucoup plus connecté au cœur. Absolument. Puis là, dans le fond,
Parce que j'ai vraiment envie qu'on rentre dans notre sujet. Tu as travaillé, en fait, avec les enfants, tu as travaillé dans les organes communautaires, dans les J'ai écoles, été, dans les CLSC. oui, Fait que bref, tu as exactement. quand même touché à plusieurs clientèles. Oui. Et tu étais plus enfance. Puis là, plus avec les adultes. Oui. Quand on parle du sujet qu'on a envie de parler aujourd'hui, y a-t-il une raison particulière pourquoi tu t'es dirigé plus vers l'adulte, le parent, en fait, en tant que tel, que plus l'enfant? Mhm. Bien, en fait, c'est sûr que je dois t'avouer que, tu sais, dans le réseau de la santé, il y a encore un peu un mythe là, que les psychoéducatrices, ils ont une clientèle plus enfant. Oui. Ben, il y a encore, c'est peut-être un peu moins pire aujourd'hui, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps encore, les gens étaient surpris de voir qu'une psychoéducatrice pouvait faire du suivi adulte. Oui. Mais en psychoéducation, toute clientèle, on est formé Absolument. au même titre que les autres, Absolument. donc on peut intervenir avec tout type. Donc, c'est sûr que quand j'ai travaillé CEUS et tout, donc j'étais vraiment avec les enfants, puis les postes en psychoéducation étaient vraiment plus à ce niveau-là. C'est sûr que ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on met beaucoup, on parle beaucoup d'approche développementale auprès des enfants, puis c'est vraiment une approche qui me rejoint. Mais moi, le moment où j'ai commencé à avoir vraiment des résultats, c'est en travaillant avec les parents, puis c'est en aidant eux à Absolument. se comprendre mieux, apprendre Voilà. eux à voir c'est quoi mes blessures, pourquoi mon enfant, là, quand il fait ça, là, je suis déclenchée, mais déclenchée comme c'est pas possible. Ah oui. Donc, c'est là que je me suis dit, moi, j'ai envie d'y aller avec prendre Exact. soin de ces adultes-là Exact. que dans nos années, tu sais, je veux dire, années Exact. 80, 90, 70, c'est pas un sujet dont on a entendu parler. Notre façon d'être éduqué aussi était d'une façon complètement différente qu'aujourd'hui. Donc, c'est qui s'occupe de ces adultes-là rendus parents, mais rendus juste adultes tout simplement? Parce que, tu sais, là, j'ai commencé ma pratique privée il y a quelques années. En fait, ça fait 3 ans à peu près. Et j'ai une clientèle maintenant qui est vraiment variée. Donc, j'ai encore du 7, 8, 9 ans, mais j'ai aussi beaucoup d'adolescents, jeunes adultes, mais même du monde. J'ai des messieurs de 44 ans, 50 ans et tout. Puis, l'approche que j'utilise de justement avoir accès à ces beaux adultes-là puis de les accompagner, je triple. Là. Mais oui. Là, je suis vraiment dans quelque chose qui me parle, mais vraiment beaucoup. Puis là, je peux vraiment... Écoute, on échange sur ces sujets-là. Là. Puis dans tout adulte, ben on a notre enfant intérieur. En fait, on a tous été en fait des enfants. Puis notre tantôt, part de vulnérabilité est là. Absolument. Puis tantôt, quand tu parlais avec les enfants, quand on travaille avec les enfants, des fois, les parents s'attendent à avoir des conseils, des trucs. Puis là, tu vas faire ça. Puis là, des fois, ils arrivent dans ton bureau, puis ils vont te dire, ouais, mais ça marche pas. Mais ça marche pas, pourquoi? Parce que c'est pas juste une technique qui va fonctionner avec ton enfant. C'est quand tu vas justement comprendre comment ça se passe dans mon corps à moi, dans ma tête, dans mon cœur. Pourquoi j'ai de la difficulté à pas péter un plomb ou à prendre un pas de recul. Bref, plus tu vas comprendre ce qui se passe dans tes propres émotions, dans tes propres comportements, plus tu vas être en mesure que là, la technique, elle va fonctionner. Mais juste la technique dénuée de « je comprends pas pourquoi je le fais, puis je sais pas qu'est-ce que ça vient résonner en moi », effectivement, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Puis tu sais, j'ai des exemples concrets que j'ai repris, que j'ai demandé l'autorisation, puis j'ai tout changé les noms et tout là, pour la confidentialité. Puis je l'ai dans ma conférence, en fait, là, que je donne, c'est des exemples que je rapporte. Tu sais, j'ai un exemple, entre autres, parce que la plupart des parents qui viennent me voir, ils veulent que ce soit leur enfant que je vois. Fait que je vais t'apporter, je vais t'amener mon enfant, puis là, il fait ci, il fait ça. Il va le réparer. Ben, tu sais, ça peut ressembler un petit peu à ça, du genre, règle-nous le mauvais comportement. Mais là, moi, je leur annonce une nouvelle. Ben, c'est pas avec lui que je vais travailler en premier. Fait que là, ils sont là, ouais, mais quoi, c'est avec vous. Et j'ai une maman qui est arrivée à un moment donné, puis j'ai tellement d'exemples à donner, là, puis c'est pour ça que je te dis que moi, là, je suis allumée par cette approche-là parce que j'ai vraiment de l'efficacité et j'y crois vraiment. La mère, elle m'arrive, puis elle a un enfant là, en bas âge, là, puis c'est vraiment un enfant qui pleure beaucoup, puis elle est plus capable de l'entendre pleurer, elle est vraiment déclenchée. Fait que quand il pleure, elle se sent devenir irritable, puis j'irais même jusqu'à dire agressive, mais c'est une maman merveilleuse, une bonne personne, écoute, elle est super. Fait que là, on se met à parler, puis moi, je veux aller comprendre. Là, si, tu sais, ton enfant qui pleure, ben là, je veux que tu me parles un peu de toi quand tu étais petite puis que tu pleurais. C'était accueilli comment? Elle dit, moi, j'avais pas le droit de pleurer. Elle dit, j'ai jamais eu le droit de pleurer. Elle dit, mon père, il me dit, arrête de faire une moumoune, là, lève-toi, puis ah ouais, fais une femme de toi. C'est assez. OK. Fait que quand tu étais vulnérable puis que tu pouvais pleurer, qui t'a dit, personne n'accueillait ça. Personne, t'as tout ça dans ma chambre. Fait que tu comprends-tu que maintenant,
puis elle a son enfant devant qui pleure, comment elle peut l'accompagner puis l'aider à se réguler dans quelque chose qu'elle-même, elle n'a pas appris à faire quand elle était petite puis qu'elle n'a pas été outillée. Exactement. Puis c'est sûr qu'elle est déclenchée, puis c'est sûr que c'est son ego qui rentre en ligne de compte. Son ego, ce qu'il voulait, c'était contrôler, mettre de l'autorité, ramener, l'arrêter de pleurer, mettre des stratégies. Mais elle était complètement déclenchée parce que petite, c'est quelque chose qu'elle n'a pas senti qu'elle avait le droit, puis qu'elle s'est peut-être pas donné le droit. Fait qu'il a fallu aller travailler cette part-là de vulnérabilité. Mais pour ça, il a fallu qu'elle accepte d'aller là. Puis ça, c'est pas facile non plus. Oui, absolument. Moi, j'aime ça rappeler aux gens à quel point on est faible. Désolée. On a tous des vulnérabilités. On a des limites. Oh mon Exactement. Dieu! C'est dur! Hey, moi, ça a été dur. Je disais tout le temps à ma psy, non, 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 non. Mais c'est parce qu'en plus, on est dans une société, tu sais, qui est un petit peu plus une société parfois de performance. Et de pareil, les Instagram de ce monde et les réseaux sociaux de ce monde, tu vois juste le beau bout du bricolage. Tu vois pas le bout où est-ce que tu te fais garrocher de la peinture dans le front. Non, c'est ça. Fait qu'on est dans une société un petit peu qui... Puis tu sais, pour te faire aimer, quand on était petit, ben si t'es gentil, tu vas te faire aimer. Absolument. Fait que là, je vais comme... Ce fameux amour inconditionnel, en fait, finalement, il était peut-être des fois un petit peu plus conditionnel. Hein? Parce que quand t'es gentil, on passe du temps avec toi. Puis quand tu pleures, que tu es fâché, va dans ta chambre, puis tu reviendras quand tu seras défâché. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ouais. Pourquoi je pourrais pas être accueillie dans toute ma gamme émotionnelle? Exactement. Mais pour ça, il te faut quelqu'un, un adulte, un parent qui est régulé. Mais là, on est-tu en train de chialer sur les anciennes générations? On est en train de faire mieux. On est juste en train d'évoluer, c'est tout. On évolue. Les gens, exactement. Moi, des fois, c'est ça, j'en ai des discussions avec des grands-mamans ou même avec mes propres parents. Moi, on a fait de notre mieux, exactement. Exactement. Le but, c'est pas de faire des reproches à personne ici. L'objectif, c'est juste de prendre constat de OK, c'était comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, justement, la recherche a évolué. On comprend plus comment le cerveau fonctionne. On comprend plus comment les émotions fonctionnent. Ça nous permet juste d'évoluer, puis c'est bien correct. Là, je vais quand même te dire quelque chose, là, parce que même nous, comme parents, nos enfants plus tard vont nous dire des choses qu'on a fait, puis qui les ont blessés, puis qu'aujourd'hui ils doivent travailler, puis pourtant on va avoir fait de notre mieux. Absolument. Fait que tu sais, c'est ça aussi qu'il faut se dire, parce que j'en ai beaucoup qui me parlent. Il faut prendre notre part de responsabilité. Là. Moi, j'arrête pas de dire à mes enfants, je suis prête à m'excuser quand tu vas être prête. Là. Totalement, exactement, puis je vais réparer. C'est ça, absolument. Puis la réparation, ça, c'est Sarah Hamel qui dit ça. Puis je l'ai repris, moi, dans ma conférence, puis elle me parle beaucoup, cette expression-là. La réparation dépasse la perfection. Fait que n'oubliez pas que peu importe ce que vous avez fait, mais la réparation, ça dépasse tout ce qui peut être parfait. Puis c'est Sarah Hamel qui le dit peut-être dans ses livres, mais c'est pas seulement Sarah Hamel, c'est toute la neuroscience, en fait, qui va justement parler de quand il arrive quelque chose de difficile dans nos relations. Lorsqu'on prend le temps de réparer, on vient soigner la blessure, en fait. C'est ça qu'on vient faire. Créer beaucoup de résilience et tout. Là. Exactement. Là, j'aimerais ça qu'on discute ensemble. Tu as nommé plein de mots là, super intéressants. L'ego, les déclencheurs. Là, faut qu'on comprenne tout ça, là, en fait. Là. Tu peux-tu je sais pas par où tu as le goût de commencer, mais c'est-tu plus le déclencheur? C'est-tu plus l'ego? C'est comme, OK, bon, c'est quoi ça, un déclencheur? Un déclencheur, là, écoute, ça peut être les blessures que tu as eues dans ta vie. Fait que tout ce que tu peux avoir vécu qui a été plus difficile, donc un parent violent, un parent avec des problèmes de toxicomanie ou encore de l'intimidation quand tu étais à l'école ou, écoute, ça peut être un accident puis que tu as eu, un trauma par rapport à ça. Donc, ça peut être plein de choses au niveau de tes blessures, de ce que tu as vécu. C'est des choses graves? Bien, pas nécessairement. Tu sais, ça peut être une blessure de rejet ou ce que tu as senti que ton frère avait un peu plus comme d'importance que toi au sein de la famille, c'est ta perception, mais c'était quand même comment tu le ressentais. Fait qu'il y a des blessures d'humiliation. Donc, oui, une blessure. Ça peut être aussi au niveau des perceptions dans lesquelles tu as baigné, les croyances aussi que ta famille avait. Exemple, un homme, ça pleure pas. Tu as tout compris. Hein? Les femmes, ça n'a pas le droit d'être en colère. Ben moi, je vais te dire un exemple que j'ai découvert dans les dernières années puis que ça a expliqué beaucoup de choses.
Moi, quand j'étais... en fait, toute ma vie, là, j'ai eu de la misère à prendre ma place. Puis quand j'avais un peu le spotlight sur moi, j'avais beaucoup de culpabilité. Ou quand, mettons, je parlais un peu trop, vite, je me sentais coupable. Puis j'allais voir les autres pour leur donner une place, pour les écouter, pour les faire parler. Puis mon frère, il s'est séparé il y a quelque temps. Puis à un moment donné, il y a eu une nouvelle fille dans la famille. Puis ma mère, elle a dit... Puis ma mère, ça ne lui dérange pas parce il y a plein de choses, elle le sait, elle est au courant. Puis ça ne dérange pas que j'utilise là, ses propos, mais elle a dit c'est une bonne petite fille, elle ne prend pas de place. Ah ben. Et là, j'ai compris que mon arrière-grand-mère du côté de ma mère était une femme qui était un peu soumise, qui ne prenait pas beaucoup de place. Ben ma oui. grand-mère, qui aurait mérité d'en prendre, puis que son mari aurait eu besoin, tant qu'à moi, de mon grand-père, de se faire remettre à sa place une couple de fois. Mais elle était très effacée. Ma mère est quelqu'un comme ça qui n'a pas pris de place dans sa vie, qui ne veut pas trop, tu sais, ça commence à être moins pire parce qu'elle voit qu'elle a le droit. Mais comprends-tu tout ce qui a été transmis de génération en génération? Fait que toute ma culpabilité de quand je prenais de la place puis que je brillais, je me sentais comme... Pas légitime. Pas légitime, puis oui. pas correct. Là, ça l'a allumé sur c'est assez, là. Moi, je veux briser ça, puis je veux dépasser ça. Dans un déclencheur, justement, en fait, tout ce qui est transmis de génération en génération, en fait, c'est quelque chose qu'on porte justement en nous. Oui, puis, ça peut être un déclencheur. Puis, tout à fait. je te raconte un autre exemple concret, parce que lui, il est très, 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 très drôle. Il y a quelques années, moi, le matin, j'allume mon encens, puis je fais tout le temps une petite méditation du matin là, pour bien me partir. Oui. Et il y a une journée où j'oublie mon encens. Fait que mon encens, elle a brûlé, puis la cendre est tombée sur le genre de bâton. J'arrive de travailler, puis mon chum me pète une coche. Ben voyons. Ben oui. T'as laissé l'encens, puis il faut que tu l'éteignes, puis ça aurait pu être dangereux, puis ci, puis ça. Puis là, je lui dis, là, moi, sentiment d'injustice, tu sais, moi, c'est dans mes... Parce qu'on peut être déclenché aussi par nos valeurs quand ils sont comme un peu bafoués. Fait que moi, c'est le sentiment d'injustice de comme c'est pas juste là, que tu me blasses là, pour une petite affaire de cendre qui est tombée sur un petit peu, qui est faite pour ça. Fait que là, on se dit, on est aussi bien d'aller chacun de notre côté, puis de pas... Tu sais, des fois, il faut aller se calmer parce qu'on est deux pas régulés en ce moment. Puis là, moi, je dis juste à mon chum, j'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir à pourquoi tu as été déclenché de même. Là, parce que sûrement quelque chose, là, parce que c'est pas possible là, d'être déclenché. Quelques de jours plus tard, il m'arrive et dit, je pense que j'ai trouvé pourquoi je t'ai déclenché. OK. Donc là, j'ai dit, OK. Ben, il dit, quand on était petit, parce que mon chum, il est né sur un camp de réfugiés en Thaïlande, puis ses parents, ils vivaient dans une tente, puis l'encens, ils ont oublié de l'éteindre. La tente a pogné en feu et les 4 ont failli y passer. Mes beaux-parents, ma belle-sœur et lui, ils ont failli mourir. La tante, ça a été... Écoute, elle a passé au feu. Mais eux, l'encens, c'est un peu plus... Tu sais, ils font des cérémonies, tout ça. Fait qu'il y a plus d'encens. Fait que c'est sûr que c'est... Mais comprends-tu? Puis là, il me dit, je pense que c'est à cause de ça, là. Tu penses? Sérieusement, tu penses que c'est à cause de ça? Wow. Comprends-tu que lui... Je t'ai allé déclencher quelque chose qu'il a vécu petit. Je t'ai allé déclencher quelque chose que ses parents, après, sont devenus très, très, très vigilants par rapport à ça. Et là, ce que tu dis là-dessus, c'est super intéressant parce que c'est là où est-ce qu'il faut faire une distinction avec notre cerveau, justement, parce que votre cerveau, lorsqu'il détecte une expérience similaire dans le monde réel, il va aller tout de suite, en fait, se connecter à l'ancienne, à ce qu'il a déjà vécu, et c'est la même charge émotionnelle. C'est la même situation qui va comme se passer, même si c'est pas du tout ajusté, parce que ça vient pas excuser, ça excuse pas son comportement. Il avait pas le droit de te péter une coche comme ça, c'était pas acceptable. Non. Par contre, quand tu le comprends, c'est là, en fait, que ça nous donne. Fait que les déclencheurs, ça ressemble à ça. Puis là, ça fait quoi, ça, des déclencheurs? Parce que, vite de même, on avance dans toute notre discussion. Quand tu es déclenché, là, c'est ton ego qui rentre en ligne de compte. Fait que l'ego, sous toutes ses formes, puis là, on a tous de l'ego. C'est impossible comme humain de ne pas être dans l'ego. Parfois, c'est impossible. Non, on a tous de l'ego. Tu sais, je me suis mis cute aujourd'hui, je me suis fait les petits cheveux, c'est de l'ego. C'était de l'ego. Puis c'est parfait comme ça, c'est humain, puis ça fait partie de la game. Mais quand on est déclenché, l'ego va rentrer de la partie pour tenter maladroitement de venir te protéger. Fait que lui, là, il va J'aime ça, dire, le maladroitement. Non, c'est maladroitement, puis c'est pas tant dans ton intérêt, là, pour quelque chose de très positif, là. Parce que c'est pas quelque chose qui nous rend tant bien que ça, là, l'ego, là. Il est pas là. Mais il vient, là, fait que là, on est dans le contrôle, on est dans la jalousie, on est dans la victimisation, on est dans le matérialisme, on est même dans le ménage. Il suffit que tu te mets à faire le ménage partout pour que ce soit parfait. Perfection. Tu sais,
avoir le contrôle, tout soit bien placé, l'orgueil, la colère. Fait que, tu sais, quand tu te choques, écoute, plein de choses comme ça. Dans le fond, il veut juste nous préserver. Notre ego. Lui, il a senti qu'on était plus en sécurité. Lui, il a senti qu'on était en danger. Fait qu'il s'est dit là, il faut que je fasse quelque chose pour qu'on revienne bien. Ouais. Sauf que les stratégies qu'il utilise sont pas toujours adéquates. En fait, c'est que c'est pas ça qui va te permettre, admettons, d'avancer puis de guérir de ce que tu as vécu puis de tes déclencheurs. C'est pas ça qui va te permettre que la prochaine étape, ben, que tu fasses peut-être autrement parce que tu vas avoir compris des choses. Donc là, si on comprend les déclencheurs, on comprend l'ego. Ouais. Dis-moi comment je peux arriver à gérer ces deux-là. En fait, là, c'est qu'une des premières choses qu'il faut absolument aborder, c'est la vulnérabilité. OK. Fait que quand tu vas être déclenché, ça t'amène à un sentiment de vulnérabilité. Tu te sens vulnérable, puis ça fait mal. C'est ça le fameux danger, en fait. Là. C'est ça qui nous fait peur. Quand tu es vulnérable, il y a plus de chances que tu te fasses attaquer. Là. On s'entend, sauf que c'est pas un vrai danger. En fait, non, parce qu'on n'est plus à l'ère des... Tu sais, je veux dire... Fait que si je tolère ma vulnérabilité, là, je suis comme, oh mon Dieu, je me suis senti mal. Fait que là, qu'est-ce que je fais? On commence par se dire que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui est faible, c'est quelque chose qui est extrêmement courageux. Puis la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de devenir, tant qu'à moi, là, un humain encore plus beau. Puis qui va justement de te sortir de tes mécanismes là, reliés à l'ego, entre autres. Puis pour aller jouer dans la vulnérabilité, puis pour être capable d'aller là, puis de la ressentir, bien, il faut que tu te mettes après ça à pratiquer l'autocompassion. L'un ne va pas sans l'autre, parce que l'autocompassion va te permettre d'avoir des outils puis des moyens, puis de faire en sorte justement de transformer cette vulnérabilité-là en quelque chose de beau. Puis rapidement, parce que le temps file, l'autocompassion, tu décrirais ça comment en fait pour monsieur, madame, tout le monde là, qui se disent comme OK, c'est un beau concept ça. L'autocompassion, là, il y a 3 dimensions à l'autocompassion. OK? Il y a la prise de conscience. Donc, ça, c'est la première étape, la prise de conscience. Je l'ai tatoué sur le bras! Tu l'as tatoué sur le bras. À quoi je l'oublie souvent? T'es bonne, OK, c'est donc bien hot, ça. Fait que la prise de conscience. En fait, c'est de prendre conscience dans l'état que je suis en ce moment. Prendre conscience. Quand mon chum a pris conscience qu'il était déclenché parce qu'il avait vécu quelque chose quand il était petit, là, c'est la première étape. Il a fait un lien, il a compris que OK, là, j'ai fait, tu sais, je comprends que quand j'étais petit, là, ça se ressemblait, puis il s'est ramené à tout ça, fait prise de conscience. Première étape. Deuxième chose, c'est le sentiment d'humanité commune. Donc, tous les humains sur Terre vont souffrir. Tous les humains sur Terre vont expérimenter des émotions qui vont être plus difficiles. On est tous dans le même bateau. Fait que quand tu te sens toute seule, puis que tu as l'impression que je suis la personne au monde qui souffre le plus ou que je me sens complètement seule, mais le sentiment d'humanité commune, c'est de te ramener au fait que tu n'es pas seule. Puis qu'il y a tellement d'humains qui peuvent avoir senti semblablement ce que tu ressens. Absolument. Puis, dans le sentiment d'humanité commune, on fait attention aussi, tu sais, j'ai beaucoup lu d'écrits là-dessus, mais les réseaux sociaux, ça fait souvent le contraire. À moins que tu aies des réseaux sociaux qui soient positifs, puis qu'il y a les gens de plus en plus qui vont vers justement des belles choses, là, tu sais, qui vont montrer leur vulnérabilité, qui vont mettre des beaux textes. Mais attention à tout ce qui est superficiel, matérialiste, parce que ça fait le contraire du sentiment. Ça te fait penser que toi, tu souffres, les autres sur les réseaux sociaux ne souffrent pas. OK, le troisième? Et le troisième, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi. Donc, l'auto-bienveillance qu'on pourrait dire, mais c'est de modifier ton discours interne. Et ça, là, je peux te dire là, que c'est la plupart des gens. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un que son discours interne, parce que l'autocompassion, c'est de devenir son meilleur ami pour soi-même. Nous ne sommes pas nos pensées. Non, puis loin de là. Puis qui est son meilleur ami pour lui? Qui que dans son discours interne, il a tout le temps un discours bienveillant, puis qui est gentil, puis que quand il fait une erreur ou qu'il y a un échec dans quelque chose, qu'il ne va pas se dire que je me trouve poche, bien con d'avoir fait une affaire de même. Ou, qui va agir comme ça? C'est pas facile à faire, puis on n'a pas été... C'est pas quelque chose qui a été appris. Fait qu'on a des vieilles cassettes là, qui jouent depuis qu'on est tout petit, puis on a peur d'échanger ces cassettes-là, parce qu'ils sont faciles à faire jouer, ils sont déjà enregistrés, ils sont déjà là. Mais il y en a d'autres que tu peux faire, des nouvelles cassettes, des nouvelles façons de faire. Fait que l'auto-bienveillance, c'est vraiment, tu deviens ton meilleur allié. T'es ton allié dessus. Il faut que tu t'arrêtes tout de suite. Dès que tu as une pensée qui commence à être comme tu te tapes dessus, c'est stop, je l'arrête. Est-ce que cette pensée-là m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me nuit? Non, elle va te nuire, tu l'arrêtes, je la change. Puis c'est qui te parle en ce moment? C'est-tu ton ego?
ou c'est ton, Ouais. ton genre de moi bienveillant, ton parent bienveillant? C'est qui Absolument. qui est en train de te parler? Parce que Absolument. moi, je la connais, là, la voix de mon ego dans ma tête. Là. Je sais très bien c'est qui. Mais quand je fais parler mon autocompassion, là, puis que je fais parler le genre de parent bienveillant que je peux être pour moi, je le reconnais sa voix. Oui, Puis absolument. plus tu vas te pratiquer à le faire parler, et plus il va prendre de la place dans ta vie. Et là, on est déjà rendu à la fin. Bon, il va falloir que tu reviennes, Sarah. Oui. Si on met ça tout ensemble, plus je vais être dans l'autocompassion, Oui. plus je suis capable justement d'arrêter mes pensées, plus je suis capable d'être mon meilleur ami, puis de me restructurer dans mes pensées, plus mon ego va prendre moins de place. Oui. Et donc, mes déclencheurs, mieux les accueillir. Totalement. Et d'être en mesure de peut-être se dire, oh, attends un petit peu, peut-être que là, ce que mon enfant il a fait, ça m'a déclenché, mais finalement, je t'entends, ma petite Cynthia, qu'est-ce que tu as vécu? C'était pas le fun, je comprends, mais ça te donnait pas le droit de faire ça. Puis là, tu vas retourner vers ton enfant, vers ton coparent, vers ton amoureux, et de venir peut-être faire de la réparation. Et de En venir fait, se dire, hey, je suis désolée. Oui. Je voulais pas agir comme ça. C'était pas ce que je souhaitais. Puis là, on rectifie. L'autocompassion, ça amène la guérison. Tellement. Puis quand tu es guéri, Tellement. tu es régulé, puis tu peux aider les autres à devenir régulés. C'est ça, je mettrais un petit bémol sur le guérison, parce que c'est pas magique, c'est pas miraculeux. Pas toute la guérison, sur des C'est parties ça. de choses. Oui, exact. Pas C'est sur juste que tout. ça fait que c'est moins fort, c'est moins intense, ça te prend plus Oui. de rapidité. C'est ça en te prend... processus C'est de ça. guérison. Mais le processus de Exact. guérison, c'est toute C'est notre vie. toute notre C'est vie. toute notre vie. Ça ne C'est sera ça. pas acquis, là, selon moi. Là. Absolument. Mais c'est toute notre vie, mais on est dans le chemin. Absolument. Puis je m'entends dire à ma psy, mettons, ben non, pas encore ça. Pas encore ça qui revient dans ma vie. Ben oui, encore ça qui revient dans ta vie, mais peut-être moins longtemps, moins intense. Puis c'est là où est-ce que tu... OK, je le sais quoi faire avec ça, parce que là, j'ai construit mon coffre à outils. Oui. Sarah, aujourd'hui, c'est exactement ce que tu as fait. Je trouve que tu nous as donné plein de beaux outils pour être une meilleure version de nous-mêmes. Oui. Puis Ma là-dessus, mission. je te remercie énormément, vraiment, d'avoir été avec nous. C'était vraiment, vraiment agréable. Un gros merci à toi pour l'invitation. On se donne de l'auto-bienveillance. Oui, on s'aime.